Ouais, bien sûr. Nice. Donc, pour commencer, on va parler de PHP Filtered Chain. C'est une technique qui a été découverte par un genre de CTF qui s'appelle Locknop en 2019. Donc, moi, j'ai rien découvert, hein. J'ai juste documenté et j'ai essayé de créer des tools basés du coup sur ce qui avait été trouvé en CTF. Évidemment, sur chaque article, les gens qui ont découvert les tricks sont cités. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, j'ai fait des blog posts sur le sujet. Donc, déjà, avant de commencer à parler un peu du tricks, je vais vous parler un peu de pourquoi je me suis lancé là-dedans. À la base, c'était pas du tout parti pour faire de la recherche sur des filtered chain. À la base, je cherchais juste une pop chain sur du Symfony à la base. Et donc, c'était pas du tout, mais du tout parti là-dessus. Et il y a un bon ami à moi, du coup, qui m'a dit j'ai fini par trouver une primitive, en gros. J'ai fini déjà par abandonner ma recherche de PopChain sur Symfony de base. Ils font ça vraiment bien. Je vous en reparlerai dans la suite où je vous parle plus de recherche de PopChain, mais Symfony font vraiment ça bien globalement. Si vous trouvez une PopChain sur Symfony, franchement chapeau. J'ai passé des mois à chercher, j'en ai pas identifié. Donc du coup, quand on n'arrive pas à trouver sur un autre site, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'aller sur plus facile. Et donc, je me suis rabattu sur Laravel et j'ai trouvé une primitive en 2 heures, un truc comme ça, après avoir passé 2 ou 3 mois sur Symfony sans rien trouver. Et Ça va, t'as pas trop ragé, tu vas pas trop m'inquiéter. Non, écoute, je me suis dit, cool, j'ai enfin trouvé un truc. Tu vois, positive attitude. Et ouais, bref, du coup, je finis par tomber une primitive sur Laravel qui est assez simple. Par contre, j'ai pas tout de suite trouvé quelque chose qui me permettait d'avoir une exécution de commande arbitraire, mais j'avais une primitive qui avait cette tête-là, donc un require. Je contrôlais complètement la valeur qui était passée dedans. Et là, du coup, je fais à mon ami qui se reconnaîtra du coup s'il passe sur le stream. Encore merci pour ça. Il me fait tiens, j'ai vu un petit write-up de CTF là, regarde ça. Et je regarde et du coup ça parle de filter chain. C'était du coup le write-up de Locknop. Je vais regarder, il doit être à la fin dans les sources. Hop. On est d'accord qu'il donnait l'exploitation et de quoi il donnait une chaîne générée avec un ID, mais il donnait pas la strat. Ouais. En fait, sa strat, je pense en tout cas que c'était de brute forcer à fond et d'essayer d'identifier une chaîne qui marche. Et donc sa chaîne là avait cette tête là. Et globalement, il avait un nombre d'éléments qui étaient prédéfinis. Mais je vais retourner là-dessus plus tard. Retenez juste, il y avait une payload qui marchait et qui permettait de faire ça. Ok ? Et donc moi je pars là-dessus, je teste avec sa payload et là ça fonctionne. Et là du coup mon ami fait ah ouais mais c'est bien mais du coup imagine t'as une désérialisation mais elle est stockée en base de données, elle est rejouée plus tard, tu pourras pas contrôler le paramètre qui est passé en get, tu vois. Parce que là la payload est basée sur un paramètre en get. Et du coup j'avoue c'est relou. Et là je commence à regarder un peu comment ça marche. Et là du coup je commence à bien galérer. Et donc le début de la fin. c'est ça. Du début à la fin, j'ai bien galéré là-dessus. Et bref, petit fun fact, parce qu'on va pas retourner là-dessus, il faut savoir que Laravel ne patche pas ses PopChain. J'ai essayé de contacter du coup le mec qui gère ça côté Laravel, et il m'a clairement dit mais regarde sur la documentation PHP, il y a un gros encart avec écrit unserialized, faut pas utiliser ça, donc ne faites pas ça. Attends, avant que t'avances, t'en penses quoi de ce hot take du créateur de Laravel de patcher les PopChain? Eh ben, écoute, si effectivement il n'y avait pas de use case, je serais complètement d'accord avec lui. Sauf que c'est pas le cas avec les anciennes versions de Laravel. Il faut savoir qu'à l'époque, les cookies sous Laravel étaient chiffrés dans... Enfin, comment dire ? Les sessions étaient chiffrées dans les cookies en données sérialisées. Donc... En fait, tu as un use case qui est déjà présent sur Laravel, qui te permet déjà de faire ça, et d'avoir une désérialisation arbitraire dans certains cas. Oh, ouais, mais je veux dire, même le mec qui s'amuse à enlever les PopChain, il va dire ah bah super, on a gardé la feature d'unserialized de cookie, donc le mec va faire son site en pensant être safe, installer un plugin qui a rien à voir et qui eux ont des gadgets et se faire poutrer. Pour moi, tant que tu as du unserialized, la root cause elle est là. Patcher les PopChain, ça peut être bien, mais du coup ça enlève l'urgence pour que les gens migrent plus profondément les frameworks vers du vrai JSON en code ou autre, et du coup
on met des rustines plutôt que de changer de design. Et ça me... Ah, j'aime pas trop. Le design a été changé, mais je pense quand même que par besoin de défense en profondeur, c'est quelque chose qui doit être fait. Je veux dire, même un utilisateur qui va pas forcément être très... Tu vois, en fait, je pense la différence entre un bon et un mauvais framework, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, tu vois. Le bon framework, t'as une user input, tu utilises le framework, tu laisses l'utilisateur passer ce qu'il veut, ça va. Le mauvais framework, tu fais la même chose, tu utilises quelque chose qui est designé par le framework. Par contre, si la user input ne correspond pas, là tu te fais poutrer. Je pense Attends, le bon framework ou le bon langage? Non, là je parle de framework. Le langage, Ouais. c'est encore autre chose. PHP est pas un très bon élève là-dessus. Il y a des langages avec lesquels c'est plus simple de faire le framework adéquat, quoi. Ouais. Mais la preuve que c'est possible, Symfony le fait bien. Donc, Jusqu'à la prochaine. Non, mais oui, Ouais, bien sûr, il y a toujours moyen de faire des trucs, mais bien sûr. à quel prix? À quel prix? Ouais, mais, en vrai, je pense que Laravel c'est très bien pour un début, mais que il pourrait pousser de la sécurité de base, quelque chose que eux contrôlent eux-mêmes, comme par exemple la gestion d'injection de popchain. J'en parle ici, en gros, si tu veux patcher une popchain, si tu as besoin d'appeler une destruction sur un objet, en général tu vas l'instancier toi-même, tu vois, genre ça va être toi qui va créer l'objet, pas sans passer par la désérialisation, forcément par une serialize ou ce genre de choses. Et du coup, tu peux juste te protéger contre la désérialisation arbitraire avec une ligne qui ressemble à ça. Si jamais tu tapes un wake up, tu te prends une erreur et en général, tu vas taper le wake up que si tu fais de la désérialisation. Par contre, le destruct, pas forcément. Mais du coup, En fait. pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un patch en profondeur où par exemple on a fait en sorte que tous les. Genre l'implème de base, genre une serialize, par défaut, attendre un truc spécifique dans Wake Up. Genre que le default state quand tu une serialize, genre un Wake Up non implémenté ou un Wake Up n'autorisant pas spécifiquement d'être une serialize, bloquerait ça. Bah, je pense Enfin, que un truc les raisons sont multiples. Il y a des cas où c'est legit de faire de la désérialisation avec du unserialize. Typiquement, tu vois, ta session sur PHP, par défaut, elle va être stockée sérialisée sur Ouais. PHP. C'est plus possible. Ouais. Donc, tu vois, en fait, c'est complètement legit d'utiliser des objets et de les Mais désérialiser. non, mais tu les, oui, les sérialiser, 1000%. Avec une fonction qui amène ce genre de use case. Un JSON dump, c'est une forme de sérialisation, et tant que tu n'uses pas à faire des by Java de classes de réflexion de polyglotte machin, bah t'as de la donnée qui va redonner de la donnée, et t'as pas de la donnée qui va donner un effet de bord. Ok, tu pourras avoir des objets qui, une fois sérialisés, vont avoir un side effect, mais t'auras pas une chaîne de side effect à un point que... Enfin, quoi que si, enfin, en soi, par essence, c'est ce que c'est. Bah, Donc, je pense qu'en JSON, c'est quand même mieux maîtrisé que... En tout cas, la plupart des gens vont savoir que si tu désérialises... Si, je vais y arriver. Si tu désérialises du JSON, tu vas plus facilement savoir ce qui va être appelé derrière. Parce que c'est toi qui fais le traitement entièrement de la donnée. C'est vrai. Quand tu fais de la désérialisation avec un objet, typiquement, tu donnes un objet en entrée, tu récupères un objet en sortie, mais tu vas pas forcément savoir tout ce qui se passe derrière. Ce qui est marrant, c'est que ça split la faille en fait. Si tu as un JSON que tu une serialize et derrière le contenu est utilisé pour faire autre chose, tu vas voir un JSON ou une serialize de JSON, tout passe traversal ou tout RCE. On dira juste passe traversal ou RCE. Si on a une serialize, vu qu'on reprend pas la main avant que le serialize s'est terminé, c'est une cause de l'objet de la classe et pas juste du code flow qui s'ensuit. Donc il y a vraiment une nuance assez tricky quand on commence. Ouais, bah c'est assez... je pense un développeur débutant aura plus facilement la main sur un objet qui est sérialisé en JSON classique, avec du JSON encode et décode, parce qu'il va savoir ce qui se passe, clairement. Alors que aussi. Ouais, bien sûr. Mais il y a des cas où vraiment c'est legit en fait de mettre de la logique dans le destruct ou le wake up, tu vois. Mais ça va être des cas très spécifiques. Typiquement, c'est fait aussi sur Symfony, mais une chose que les gens par contre ne savent pas. Tiens, mais regarde, on va taper. Mais qu'est-ce qui empêche d'avoir la même logique qu'un destruct ou wake up, mais où tu fais par exemple, dire tu du Python, tu vas récupérer ton blob JSON, appliquer une conf pas identique dessus pour que ça aille choper les bons paramètres avec les bons types, avec les bonnes valeurs, les bonnes constraints. Et vu que tu as défini le scheme que tu voulais serialiser, d'ailleurs tu peux lui implémenter
Est-ce que du coup, on a une chance de pouvoir ressortir... Putain mec, on pourrait faire une recherche de PopChain du coup sur des frameworks qui font de la vraie data visualisation et de la JSON to class. Alors, On oui, peut avoir un concept mais de PopChain dans notre langage. les bons... Ah oui, dans d'autres langages, ouais, En soi, il y effectivement. a déjà Java qui est vraiment so-so, mais les autres n'ont Ouais, pas trop été recherchés. effectivement, avec les recherches qu'avait fait Hugo aussi là-dessus, qui était passé dans le stream d'ailleurs. Qui était passé et qui avait essuyé les plats cassés avec moi. Si je vous ai fait autant de tests, messieurs, avant le stream, c'est parce que, par exemple, avec Hugo, on a su que lancer une requête code QL demandait tellement de puissance à un PC portable que l'image frisait et d'un coup, on se prenait 10 minutes de... Non, allez, 2 minutes de délai. Allez, j'abuse, je suis Marseille. On se prenait un bon 10-15 secondes de délai pour parler, donc d'un coup, le stream, genre, c'était HS. Ouais, c'était ignoble. Instantané. Vas-y, je te laisse avancer. Ouais, bien sûr. Juste, je clôt là-dessus. La différence entre une utilisation d'unserialized qui va être safe et non safe, elle est dans une option qui est souvent pas très discutée ou très connue. Ça va être le premier élément que tu passes après ta donnée dans unserialize. Ça permet de définir les types de classes que tu vas pouvoir déserialiser ou pas. Typiquement, sur de la gestion de session utilisateur, ça va vraiment avoir de la valeur de jouer avec des données sérialisées pour appeler des destructs, etc. Mais grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir définir que seuls tes objets utilisateurs vont être sérialisables et désérialisables. Le gros problème, en fait, c'est que ça soit open bar et que tu puisses appeler n'importe quelle fonction. C'est ça le vrai problème, en fait, avec la désérialisation sous PHP. Donc, pour s'en protéger, ça va être cette option-là, et du coup, typiquement, Symfony va utiliser ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langages. Pour le coup, sur Laravel, c'était pas le cas pour le cookie, ce qui permettait de l'exploiter. Mais il y a plein d'autres endroits où en fait juste l'option va pas être utilisée. Donc effectivement, attention, on ne peut pas utiliser de désérialisation comme ça, il vaut mieux utiliser JSON, decode et encode. Même la documentation de PHP le dit, voilà, c'est écrit en gros. Mais il y a quand même, dans des use cases particuliers, moyen de se protéger et ne pas augmenter la surface d'attaque de manière exponentielle. En gros. Hop, donc, ouais, c'est un du poil coup... plus granulaire. Ouais, c'est ça, mais c'est important pour diminuer le périmètre d'attaque, parce que c'est le nerf de la guerre, le périmètre d'attaque, peu importe le domaine. Ok, donc du coup je vais reprendre le train sur les filter chain. Donc on a une primitive qui a cette forme-là, un require, on contrôle complètement l'entrée, et du coup on va essayer de faire des trucs. Donc, juste retenir que ce que permettait de faire Locknop, c'était de l'exécution de commandes arbitraires avec un $get. Et derrière, nous, on veut réussir à faire une création de code PHP arbitraire. Le tricks, en fait, si je devais le résumer en 2-3 mots, il vous permet de générer de la donnée au début d'un fichier. Voilà, il sert à ça, globalement. Tu me fais un contrôle plus ou deux, s'il te plaît, sur ton écran? Ouais, bien sûr. Hop, tiens, pour zoomer par là, hop. Tu peux zoomer par là. Voilà. Incroyable. Même 3, comme ça c'est bien zoomé, c'est magnifique. Donc, comment ça marche une filter chain? On va se baser sur les encodings qui se trouvent sur votre machine. Si vous faites un iconv-l, vous allez voir qu'il y en a un sacré paquet sur vos PC. Et en fait, on va le faire en live comme ça, ce sera plus parlant. Hop, iconv-l, tac. Vous voyez, en fait, tout ça par défaut, ça va être des encodings qui vont être acceptés par votre PC. Ok? Tout ça, ça va être installé à peu près partout. Vous voyez que là, allez, à la louche, il y en a plus d'une centaine. Okay, pourquoi on a autant d'encoding sur notre machine? La raison, elle est simple, c'est pour des problèmes de compatibilité. C'est parce que, par exemple, vous n'allez pas avoir les mêmes caractères en japonais qu'en français, au Danemark, ou etc. Vous allez avoir besoin d'avoir des compatibilités et utiliser des caractères qui vont être divers et variés, mais aussi vous allez avoir des manières de formater la donnée qui vont être nécessaires. Typiquement, si on regarde un petit peu ce qu'il y a, si on remonte un peu, on voit qu'on a des formats dédiés pour IBM, on va avoir des formats dédiés pour Microsoft, et on va avoir pas mal de choses de ce style, en fin de compte. Il y a Windows, etc., etc. Unicode, etc., etc. Et en fait, grâce à tout ça, on va réussir à transformer de la donnée et à en générer au début d'un fichier. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que PHP a une manière très bizarre de gérer l'encoding et le décoding d'informations. Ok ? Là ici, c'est juste un petit exemple que j'avais mis dans l'article. Typiquement, si j'encode
la chaîne de caractères base 64 avec PHP, tout se passe bien, je vais avoir cette chaîne-là. Si j'essaye de la décoder avec PHP, ça se passe bien, nickel. Par contre, si je mets n'importe quoi au début de ma chaîne de caractères, tout ça là, c'est pas des caractères qui sont en base 64, et bien vous voyez que PHP va pas me mettre de message d'erreur, il va juste ignorer les caractères qui ne sont pas de la base 64. Par contre, si vous faites ça avec n'importe quel autre langage, vous allez prendre une erreur en fait, tout simplement. Ça normalement c'est pas un comportement qui est classique et attendu. Donc Ça, voilà. attendu, ça dépend par qui. Hein. Bah par PHP en tout cas c'est pas attendu. C'est ça, nous on l'a vu, et maintenant c'est devenu un classique et on l'attend à chaque fois, quoi. Ouais. Classique avec PHP d'avoir un comportement inattendu. Bon patch. C'est ça. Donc voilà. Et chose amusante, même le caractère égal, qui est un caractère normalement valide en base 64, il va être ignoré par PHP et il va juste disparaître en fin de compte. Que vous passiez une chaîne de caractères qui est le caractère égal normalement en base 64 va vous permettre de padder parce que votre donnée est censée être modulo 4 en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent des caractères des égales à la fin de vos chaînes en base 64 parce que c'est nécessaire pour padder, pour dire il faut X caractères qui vont être décodés. Mais PHP lui apparemment le refait le travail de padder de son côté et donc va complètement ignorer les égales. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? Vous voyez une filter chain, ça va avoir cette tête. On a le wrapper php://filter. On va avoir une liste de choses, d'éléments qu'on va pouvoir appeler dessus. Et derrière, on va appeler une ressource qu'on va essayer de lire et voir si ça fonctionne. Donc, typiquement, si je mets de l'information dans un fichier là, et que derrière, j'essaie de la récupérer en la décodant, vous allez voir du coup que effectivement, il y a un problème au niveau de Effectivement, t'as pas mis l'output de ton fichier dans le code que tu voulais montrer. Ouais, effectivement. Et que même Bon, on voit que ça s'est fait strip et que ça a décodé derrière, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus parlant juste après, du coup. Hop. Voilà. Bon. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que PHP va ignorer les égales et il va les supprimer quand vous faites base 64 encode puis décode. Je sais pas si c'était très clair. Oui, si, on retient juste que le filter base 64, il strip les égales, il décode après, et du coup, des fois, ça... En vrai, c'est une différence par rapport à la manière de décoder de la RFC. Alors juste, la RFC dit on décode de telle manière, ils ont pris leur liberté, ça backfire. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça aurait pu être remplacé par un autre filtre qui, lui, suit sa RFC, mais a un effet similaire? Est-ce que le fait que la base 4 suive pas la RFC est vraiment le deadly sin? Je pense pas. En vrai, le vrai problème, c'est ça, c'est bon. que... Enfin, si on tape, hop, wrapper, PHP, hop, tac, et qu'on regarde au niveau du coup de la doc de PHP, je pense que ce sera plus clair là-dedans. Hop, on va regarder directement dans la doc, et pour parler de ça, ce sera plus facile. En fait, lorsque vous allez appeler php://filter... Alors, rezoom un peu, please. Ouais. Ah, ça va embêter les gens avec ça, c'est vraiment génial. T'inquiète. C'est par site, c'est vachement plus sympa, tu veux pas que tout soit zoomé des fois. Tu veux juste que l'interface d'un site soit zoomée et l'autre non. Ah, effectivement. Ok, donc du coup, juste pour terminer rapidement là-dessus, hop. En fait, au niveau des filtres, vous allez avoir plein de choses qui vont être possibles avec PHP. Typiquement, vous allez avoir des encodings, vous pouvez faire du ROT13 avec des filtres PHP. Vous allez lire une ressource et juste vous allez dire que vous voulez appliquer un ROT13 dessus. Et vous pouvez appliquer pas mal de choses, du toLower, vous pouvez toUpper, etc. Vous pouvez appliquer on va dire des conversions classiques, enfin des... comment dire, jouer un peu avec votre donnée, définir un peu le format que vous voulez, ce genre de choses. Donc ça c'est une première chose. Ensuite vous allez avoir les filtres de conversion, typiquement base 64 encode, décode, ce genre de choses, pour retrouver du coup le comportement que je vous ai décrit juste avant. Et là-dedans vous allez également avoir tout ce qui est appel à iconv. Iconv, ce que je vous ai montré, en gros c'est la gestion des encodings que vous allez avoir en local, ce genre de choses. Et donc en fait, on va utiliser ces deux primitives-là pour générer de la donnée au début du fichier. Ça va être tout le but de la chose. Pour générer des données, on va se baser sur pas mal de choses. Typiquement, lorsque vous allez encoder une chaîne de caractères en Unicode, vous allez
générer le byte order mark au début de cette donnée. Le byte order mark, ça va être 2 éléments, FF, FE, qui vont être générés au début de votre donnée. Donc en fait, lorsque vous convertissez votre chaîne de caractères en Unicode, vous générez 2 caractères au début. Donc voilà. Et après, il y a d'autres éléments qui vont vous permettre de faire la même chose, typiquement des encodings type encodage en coréen et ce genre de choses. Vous avez des RFC qui sont liés à ça et qui vont vous expliquer que pour reconnaître des formats, vous devez avoir des caractères particuliers au début de votre donnée. Typiquement avec l'ISO 2022 KR, eh bien, vous devez générer un échappe, $, parenthèse fermante, C. Tout ça, ça vous d'un permet. magic byte de fichier, mais là pour identifier une chaîne de string, une chaîne de caractères. C'est Un essentiel exactement encodage. l'idée de la chaîne au début du fichier, le magic byte pour savoir le type de format attendu en fait. C'est exactement la même logique. Bah, typiquement avec le byte order mark, ça va permettre de savoir si t'es en Little Indian ou en Big Indian par exemple. Et en fait, tout ça, ça va nous permettre de générer les caractères suivants. Je fais un petit tableau qui récapitule tout ça. Mais maintenant, vous allez me dire, ok, c'est mignon, j'ai généré de la donnée au début, mais qu'est-ce que j'en fais? Et bien en fait, c'est là où ça commence à devenir assez complexe. Vous allez jouer avec plusieurs tables de plusieurs encodings. Vous avez vu, hein, il y en a plus d'une centaine. Et donc là, en fait, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va brute forcer. On va brute forcer comme des cochons jusqu'à trouver une manière de transformer nos chaînes de caractères dans des caractères qui vont être plus intéressants. Mais je sais qu'il y avait du Z3 derrière, genre pas dans l'article, mais qu'il y avait un moyen de... En soi, on sait de manière reproduisible, de manière qu'on puisse reproduire, de quel enchaînement de fields va te donner quel byte finaux. Il y aurait peut-être moyen de faire un tricks. Ouais, bien sûr. Ce serait marrant. Bien sûr, ça peut complètement s'automatiser avec des outils comme Z3 ou etc. Nofix, si tu regardes, je te laisse me faire un petit script Z3 comme à l'époque pour automatiser tout ça. Nofix, si tu fais le script Z3 pour gérer ça, tu viens quand tu veux. Le présenter, évidemment. Non mais oui, bien sûr. On cherche des guests. Impeccable. Ah putain, il est là. Le chat. Oh, bon lieu. Ah là là. Voilà, c'est bon. Interactif. Excellent, c'est ça. Donc, bref, dans l'idée, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, je vous parlais des caractères FF, FE. Donc là, typiquement, je vais vous montrer comment, depuis notre byte order mark, FFFE, on va générer le caractère 8 au début de notre chaîne. En 2 étapes très simples. Première étape, donc, on génère un premier caractère qui va être au niveau FE. Là, vous voyez, ça va être un caractère typiquement qui s'appelle Thor, qui est un caractère latin, grec, je ne sais plus, ou du Nord, quelque chose comme ça. Et le petit caractère à côté, c'est le caractère Kra. Donc là, on convertit notre chaîne de caractères vers le latin 6, qui va transformer du coup FE, FF en Thorn et Kra. Et ensuite, on va retransformer encore une fois notre chaîne de caractères vers une autre table d'encodage. Et donc là, typiquement, on va retourner sur de l'Unicode. Et là, comme vous voyez, le caractère Kra qui est juste là, l'espèce de petit K, il va se transformer en 0, 1 et 38. Caractères hexadécimaux. Et là, petit quiz, qu'est-ce que ça vaut 38 en ASCII? 8. Ça vaut 8, exactement. Et donc là, je vous ai fait un petit schéma qui récapitule ça. On va faire les quiz ASCII. Voilà. Génial. Yes. Bien vu. Et donc voilà, du coup ça donne ça, vous partez avec votre chaîne de caractères start, vous la convertissez en UTF-16 qui est en fait de l'Unicode, vous la convertissez en latin 6, donc vous transformez ces caractères là en Kra et Sorn, et ensuite vous reconvertissez, et là vous vous retrouvez avec du junk data, votre caractère 8 et start. Et voilà, GG well played. Et là, autre question, de ce qu'on a vu tout à l'heure, comment je peux faire en sorte pour virer tout ce qui n'est pas un caractère base 64 valide? Base 64 encode et décode, tu veux. Ouais. Ah putain, il est trop fort. Exactement. Tu décodes ta chaîne de caractères en base 64. Pardon. Donc voilà, là vous voyez, on reproduit ça, juste ici. Donc là on se retrouve avec ça. Donc plein de junk data et on a bien notre caractère 8. Et ensuite, je reparlerai de ça après, c'est pas très important. Et ensuite, du coup, tout simplement, vous allez redécoder votre chaîne de caractères pour virer ce qui ne va pas. Donc là, effectivement, c'était pas forcément bien expliqué au niveau de l'article, mais en gros, l'idée, ça va être de juste faire un base 64 décode et vous virez
ce qui va être du junk data. En fait, il faut savoir qu'on va juste travailler avec une chaîne qui est censée être en base 64. On va encoder dans un premier temps tout le contenu du fichier, donc comme ça on travaille que avec de la base 64. On va générer nos caractères au début de notre chaîne en base 64 avec toute la junk data, etc. Et en fait, quand on va redécoder, on va savoir quel caractère va être généré à partir de là. Et donc là, après, c'est la descente aux enfers. Là, je vous ai montré pour une chaîne avec 8, mais du coup, il faut savoir qu'il y en a énormément. Et un problème très récurrent qu'il y avait lorsque vous faites ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous allez appeler une table d'encodage qui va toucher à votre base 64, vous ruinez tout ce que vous avez fait avant. Et ça arrive très très régulièrement. Donc en fait, si vous testez juste pour un caractère, typiquement, c'est ce qu'ils avaient fait sur Actrix. Je sais pas s'ils l'ont mis à jour depuis, mais là, ce qu'il y a dans Actrix... J'avais tellement struggle, le script qu'il y a là, il marche bancal. Non, il marche pas. Si. Non, il ne marche pas. Alors, je sais que j'avais fini par le passer une fois, avant que tu sortes le exploit, mais il avait fallu vraiment trixer à fond et... non, fallait gruger, il marche pas en l'état, mais c'est un challenge, il marche presque, tu vois. Ouais, alors, pourquoi il marche presque ? Parce que, typiquement, eux, ils ont juste contrôlé le premier caractère qui était lancé, et eux, ils avaient ce problème récurrent qui était que tu commences avec ta chaîne start, tu te dis trop bien, je vais transformer ça, le caractère C dans autre chose, ça va faire des trucs cool. Et après, tu te retrouves avec blablabla à la place de start, et du coup, en fait, tu détruis tout ce que tu avais fait avant. Et c'était le gros problème avec la chaîne de caractères avec Actrix. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pouvait être embêtant avec ça ? Tu l'as du coup rencontré la Luca pendant que tu testais. Typiquement, si tu génères une chaîne de caractères qui touche à ta base 64, c'est foutu. Donc, en fait, il faut réussir à ne modifier que le début que tu vas prepend, typiquement le FFFE, dans des caractères valides. Et surtout, faire attention que ça ne génère qu'un caractère et pas deux, sinon c'est encore pas bon. Enfin, c'est très vite un enfer. Et bref, du coup, on se remet avec tout ça. La pop chain a marché avec des chaînes de caractères. Mais bref, voilà. En gros, l'idée, c'est d'avoir une liste qui est bonne au niveau de ce que tu vas générer. Et je montre juste qu'il y a un petit outil qui permet de récupérer tout ça. Hop. Et si on regarde dans les sources, typiquement, alors, j'ai pas tout brute forcé moi-même. Il y a des bouts que j'ai trouvés ailleurs, typiquement dans sur un autre GitHub qui vient de Wukpo. Hop. Ah, ça s'appelle le crédit. Voilà, donc je les ai laissés dans les sources là-dedans. Hop. Donc typiquement, j'en ai pioché quelques-unes de là-dedans. Hop. Voilà, donc lui il les a fait en version hexadécimale, mais voilà, tout ça c'est des choses que j'ai rechecké et en gros j'ai pioché celles qui marchaient, j'en ai re-BF de mon côté. Et du coup on se retrouve avec nos 64 caractères, tout ça ça va générer uniquement ce qu'il faut. Et donc là vous générez n'importe quelle chaîne basée sur de la base 64 et vous allez réussir à avoir votre filter chain. Ok. Donc voilà pour le trick. Regardez si c'était les versions optimales pour essayer de limiter, de réduire encore plus la taille des chaînes. Parce que je sais que c'est une limite non, qu'ont eu ce certaines n'est personnes. pas une version optimale en l'état. C'est pas optimal. Il y a moyen de l'améliorer encore. Mais c'est une version suffisamment optimale pour faire pas mal de choses. J'ai essayé de rester dans l'idée d'avoir... Allez, parfois j'ai pas réussi à le faire, mais typiquement d'avoir 4 ou 5 encodings max. Donc là, c'est-à-dire qu'en conversion n fois n, t'avais pas tu faisais pas du shuffle. T'as quand même fait en x fois y fois z, mais genre à chaque fois avec composition, je veux dire, par multiplication. Mais t'avais. Tu veux dire quand j'ai brute force ? Ouais, genre tu vois le B, là t'as 4 conves. En faisant juste tous les conves composés par tous les conves, donc juste en 2D, avec 2 filtres, t'en avais aucun qui te donnait la lettre attendue. Genre t'as brute forcé tous les A1, puis tous les A2, puis tous les A3. En fait, c'est pas forcément évident, parce que du coup, t'as vu qu'il y a environ une centaine d'encoding. Ouais, mais si et du coup, coup, on va dire que tu vas le faire 5 fois. Et du coup, en fait, ça va. Si je sais pas, t'es à combien de... Non, mais justement, c'est pas. Quelques dizaines de milliards. C'est pas 100, t'as plutôt même si t'as 100 encoding, toi tu veux les faire que à part. Là, on a dit qu'on faisait un char par char. Ouais. Donc au final, là, ce que tu compares, c'est si t'en avais chaîné 5 et t'as aucune chaîne inférieure à 5. Même si on les fait que char par char, il y a moyen d'être en complexité 100 au carré ou 100 au cube.
Là, la complexité de calcul augmente en fonction du nombre de filtres qui sont composés pour un char. Vu qu'on les trouve indépendamment. D'où la question de est-ce que tu faisais tester tous les combinaisons à un char, 2 chars, 3 chars, ou est-ce que tu faisais du shuffle avec un nombre d'éléments un peu random en espérant qu'il y en ait un qui pop. Alors j'ai fait les deux. Au début j'ai fait avec un script on va dire un peu moins dégueu où justement je prenais tout et j'attendais de voir si j'avais bien mon caractère qui était pré-pan au début. D'ailleurs j'ai une option pour debug ça et essayer de brute forcer sur le tool. Bon, ça pour le coup c'est un peu moins connu mais... Un peu moins documenté. Non, normalement c'est documenté aussi. Ouais. En gros, juste tu utilises Robase 64, ça va te donner la base 64 de base, en fait, le caractère que tu vas brute forcer. Et typiquement, ça sert lorsque j'édite un caractère là-dedans, et juste j'essaye d'en modifier un pour voir si justement j'arrive à prépund X caractères au début. Mais bon, après, franchement, au niveau de l'automatisation, ça a vraiment été fait à la zone. Je vais pas vous le cacher. Globalement, c'est fait. Maintenant, on a l'oracle et puis il roule. Hein. C'est comme la Rainbow Table qui sert à péter je sais plus quel type de hash Windows, mais tu sais, qui a vraiment résolu le problème. Maintenant, tu tombes tout en 1 heure ou 2 pour un hashing spécifique. Yes. Peut-être qu'il y avait un article, mais en tout cas, il y a plein de gens qui avaient pas longtemps aucune idée de comment la Rainbow Table avait été générée, mais elle était là et point barre. Et genre juste. Souvent, c'est suffisant. Creusez pas, il y a l'oracle, c'est bon. Honnêtement, tu vois, typiquement, c'est le genre de tricks. Ah, bah si, regarde, je montre. Robase 64. Et là, du coup, t'essayes de générer des trucs au début. Et bref. Et ça, typiquement, tu vois, même moi maintenant, quand je refous les mains dedans, je suis en mode, mais purée, c'est quoi cet enfer, tu vois. Genre. Tu sautes d'une table d'encoding à une autre, tu vas essayer d'appliquer une modification à ta chaîne de base qui potentiellement va tout casser en plus parce que t'es même pas sûr que ça marche bien. Et petit à petit comme ça, tu vas continuer à essayer de brute forcer ce qui va bien. Et du coup, tu te retrouves à pouvoir générer une chaîne de caractères arbitraire. Mais je vous assure que c'est en gros... Au début, effectivement, tu vois, j'ai essayé de faire un truc clean où j'ai essayé de faire... comment dire, de générer proprement mes chaînes en faisant 3, puis 4, etc., etc. Et à la fin, en fait, ce que je faisais, c'est que juste je prenais le début. En fait, très vite, tu te rends compte qu'il y a des encodings qui vont marcher et d'autres non. Genre Unicode, ça va te générer FFFE au début, mais il y a des encodings... En fait, à part Unicode, tu ne peux pas utiliser autre chose qu'Unicode pour générer de la data au début. Parce que tu as cette table... Est-ce que je l'ai remise là? Voilà. Oui, tu as cette table, et tu te dis, bah en fait, t'as que 3 choses qui vont te permettre de générer de la donnée. T'as ça, t'as UTF-16 et UTF-32, qui au final génèrent la même chose, FFFE. Mais tu te dis ça, c'est trop bien et tout, ça te génère des caractères sympas. Est-ce que vous voyez où est le problème dans celui-ci là? Nombre impair de caractères? Non. Ah, ça aurait pu être relou aussi. Ouais, mais dans les faits, c'est pas trop embêtant pour ce trick. Ça va changer tout le reste parce que le S, j'imagine qu'ils veulent le transformer en S coréen, mais j'en sais rien de ce que c'est. Enfin, ouais. Alors ça, c'est $1, tout simplement. Ouais, non, mais si tu mets, enfin, par exemple, dans le start là, je reprends ta chaîne start, si tu l'as converti en ISO 2022 KR, il va te faire le symbole coréen qui correspond au S, le symbole coréen qui, enfin, je sais pas. J'en sais rien. La localiser. En fait, tu peux juste partir du principe que ça va générer ça au début de ta donnée. En fait, le problème, c'est que tu as un caractère base 64 qui est généré, c'est le C. Et du coup, bah, tu vas jamais pouvoir t'en dépatouiller. Du coup, tu ne peux pas utiliser ça pour autre chose que pour générer le C majuscule. Et si on regarde au niveau de ce que j'ai fait, si tu regardes C majuscule, c'est le seul où tu vas avoir cet encoding là au début. Parce que sinon, en fait, tu es obligé de générer un caractère et C majuscule. Et typiquement, je sais plus si je l'ai sous la main, mais non, bah, c'est pas très grave. En tout cas, dans la plupart des chains que j'ai vues, bah, t'avais ce caractère-là. Typiquement sur Actrix, vous pourrez rechecker à certains endroits, il est remis et en fait, ça te pète tout le reste. Donc voilà, fun fact. Nice. Mais bref, c'est bien mignon, mais maintenant que j'ai un petit peu détaillé tout ça, on récapitule, on peut générer de la donnée arbitraire, on passe une filter chain par caractère qu'on a envie de prépun, et ça fait des chocs à pic. Dernier truc intéressant, est-ce que vous savez à quoi ça correspond ça là, PHP temp? C'est une partie super importante aussi, qui permet de rendre le trick super versatile. Un filter PHP, enfin pas un filter mais un
scheme PHP qui fait que tu vas pouvoir demander de la génération de répertoire temporaire un peu à la demande? Genre un MKTemp, un équivalent? Presque. Alors, c'est pas du dossier, c'est un fichier temporaire qui va être créé par PHP. Et en fait, pourquoi on en parlait tout à l'heure dans les LFI. J'ai dit MKTemp, j'ai pas dit MKTemp dire. Ah, ok. Il me semble, je sais plus, mais il me semble que MKTemp de base. Je vais dire des bêtises. Non, il fait un dire. Merde. T'inquiète. Mais du coup, là, t'en parlais tout à l'heure, ce qui est embêtant souvent quand t'as une LFI. Il fait un fichier. Désolé, j'arrête mes bêtises. Ça compte. Non, il fait un fichier. C'était validé. Et du coup, souvent, ce qui est embêtant quand t'as une LFI, c'est que tu vas pas savoir où taper pour un fichier. En fait. Et donc, bah là, typiquement, ça existe toujours. Et ça existe toujours que tu sois soit en environnement Unix ou en environnement Windows. Ou même sur, j'en sais rien, sur d'autres OS, peu importe. Ça, c'est géré par PHP. Donc en fait, ça, c'est une donnée qui va être vide et que tu vas pouvoir remplir à la main, en fait. Peu importe ce que tu fais. Parce que normalement, comme j'avais dit, t'es censé appeler une ressource, en fait, quand tu vas appeler. Ah bah, tu pourrais appeler... Ouais, c'est vrai que t'as pas le... Là, c'est juste que t'as une ressource cross-platform qui existera tout le temps. Ouais. Et on aurait pu prendre PHP 2.std in, du coup. Ou std out. Elle alors, sera pas vide. J'avoue que je sais pas. Je me demande si ça fait pas juste tourner dans le vent, en fait. T'en as d'autres qui te permettent de faire ça. T'as PHP Memory aussi, qui va te lire la mémoire utilisée par ton process. Je sais plus ce que ça fait exactement. Okay. Mais bref, ouais, t'en as d'autres. Mais en tout cas, celui-là, il existe toujours et il marche à tous les coups. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ça, c'est pour la suite. Spoiler. Et donc, on va reprendre la primitive que j'avais tout à l'heure. Donc, require ou include, c'est la même chose en PHP. En gros, ça va t'ouvrir un fichier et l'interpréter comme du PHP. Ok ? Donc j'ai fait un petit docker, là on se retrouve avec ça, undefined array key 0, et uncode value pass cannot be empty, et tu vois du coup que on a une fatale error. On va essayer de définir une info au niveau de ça. On voit que là, on se retrouve avec un include et qui trouve pas le A. Donc là on voit qu'on contrôle a priori entièrement une donnée qui va être passée au include, et on se dit ok, sympa. Donc avant ce tricks, si vous n'aviez pas de file upload ou pas de session et que vous aviez uniquement cette primitive là et que vous pouviez rien faire d'autre sur l'application, bah vous étiez niqué. Voilà, je le dis un peu vulgairement, pardon, mais c'était fichu. Maintenant, avec le tricks avec les filter chain, typiquement, hop, je vais dans mon petit fichier, hop, PHP filter chain generator. Je vais faire un petit Python 3 de filter chain. T'es en train de dire que là, tous les tricks procfs, en fait, ils servent plus à grand chose. Si, complètement. Si t'as pas un include, ils servent complètement pour le coup. Mais après, je vais vous montrer un autre truc sympa. J'essaye de tracer un peu pour laisser du temps à bullshit après. C'est nice. En vrai, on peut dépasser. On a dit 23h30, mais. Ouais. T'inquiète. J'essaye d'accélérer un petit peu quand même pour vous montrer. Donc là, typiquement, tu vois. Les viewers partent, ça baisse. Ah ouais. On coupe la lofi, on est dans une base. C'est ça. Donc là, typiquement, moi j'ai envie de générer cette donnée là, tu vois. Ça. Quoi? Voilà. Attends, non, je suis pas d'accord. À quel moment dans. Ah, attends, je me suis boité. Bien vu. Et bien vu, tu suis. Non, mais même pas ça. Moi, ce qui me choque, c'est les doubles quotes. Hein. T'as du chevron, t'as du point d'interrogation, t'as du $_get. À quel moment ton bash il va pas dire... my bad. Ouais. Ou non, t'as raison. Mais en vrai, ça passe. Je sais pas pourquoi, mais c'est passé. Bah peut-être que ça avait... Attends, juste refais ta commande d'avant avec les doubles quotes, mais fais un écho devant. Ouais, ça fait pas la même chaîne. Ça s'arrête pas au même endroit. Ouais, effectivement, bien, je me suis totalement boité. T'aurais grave pris la tête. Ok, donc là, c'est good. Heureusement que vous suivez du coup. Non, mais donc là, typiquement, là, je vais générer ça. On a remplacé tous les Python 3 par des printf la bonne première démo, printf la bonne deuxième démo. En fait. C'est ça. Bon, on va dire que c'est les aléas du direct. Mais attends, mais je me suis encore boité, hein, même. Typiquement, ça, c'est. T'as un espace à la fin, mais sinon, ça a l'air good enough. Ça, c'est pas grave. Une chaîne longue. Ouais, effectivement, il y avait une parenthèse en trop. Ouais, il y a une parenthèse d'entrée. Bon, ça normalement c'est bon. Donc typiquement, ça va me permettre d'avoir une exécution de commande arbitraire avec la commande système, avec le caractère 1. Donc là, je copy-paste ça comme un gros crado. Hop. Je retourne là. Il te manque une ligne du haut, je pense. Tac.
à vérifier, mais au pire on retestera. Donc là je mets ma commande ici, je vais faire même un ID, hop. Et là, dans ma primitive de include, je copy-paste. Et là, RCE. Nice. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai généré la donnée que je voulais lire, avec, si on regarde la fin, hop, avec mon PHP temp, et donc bah, je run et paf, ça se passe bien. Voilà. Bon, par contre, juste vous allez avoir des caractères un peu dégueux, mais ça, on s'en fiche, vous avez les RCE au début, et c'est pas un problème du tout. Voilà. Donc ça, c'est la partie si vous avez un include ou un require. Maintenant, question très simple. Hop. Ça, c'était pour la partie du coup où vous avez un include ou un require. Si vous avez ce type de primitive là, comment vous exploitez ça? Réponse chat ou réponse nous? Réponse chat, est-ce que vous avez un moyen facile pour exploiter là ce que j'ai montré là? Ouais, Warty qui répond Oracle, effectivement. J'ai un truc bâtard, hein, mais il y a Oracle, mais Ouais. il y a des tricks qui me régalent. Là, tu te débrouilles pour faire ça, pour faire un HTTP, enfin, pour faire par exemple un phare qui pointe sur un HTTP, ou même un zip qui pointe vers HTTP, qui apprend une ressource, qui va forcer le unzip en local, et tu fais du slow loris avec des null bytes à la fin, pour que ça reste ouvert, que ça garde tes pointeurs. Comment dire, t'as le fichier qui va se faire unzipper par PHP. Tu pourras brute force le proc self-fd pour avoir ton contenu avec le MD5 qui s'intéresse sur ton file system. Donc si t'as que ça, tu peux déjà te débrouiller pour faire une espèce de clic-clac. Bon, il manquerait une primitive, mais il y a déjà moyen de faire des dingues. Oh, Yes. On fait un DOS. En vrai, ça ça passerait. un file dev0 ou dev nul. Dev 0, DOS, ouais. Terminé. Terminé. En la vrai, machine. t'adosses le cerveau de Warty. Ouais, il dit dit dans le ça, chat. j'ai déjà vu travailler sur des choses qui avaient plus de micmac dans tous les sens. Ouais, pareil. Je le connais. Mais non, bref, effectivement, le truc que tu pouvais faire jusqu'à PHP 7, c'était utiliser phare, le wrapper phare. Et il te permettait d'avoir une désérialisation arbitraire. Qui marche sur 8, qui marche pas sur toutes les versions de 8, ils ont fini par le harden à un moment, mais c'est pas... Il me semble que la breaking change, elle a pas été faite sur le 8... le il me passage au semble 8. que c'était à Ça a été partir fait- de 8.0 hein, pour le coup. Ça a été Peut-être- annoncé comme tel, mais je pense pas... Ah, fact-checker. Je vais pas rechecker. Un jour, ou mais... quelqu'un dans le chat si vous avez la motive. Mais en tout cas, de ce que j'ai testé sur des 8.1.2, c'est sûr que ça marche plus. Parce qu'en fait, ils ont justement appliqué ce que je te montrais tout à l'heure, enfin ce que je vous montrais tout à l'heure, pardon. Avec tac. Allez, la doc, on adore la doc. Avec le load classes au niveau du wrapper phare. Voilà. Donc c'est pour ça que le wrapper phare sur PHP 8 ne fonctionne plus, c'est grâce à notre ami load classes. T'as pas la date de mise à jour de la doc et le... Pas du tout. Enfin, j'ai pas ça en tête en tout cas. Et donc ouais, voilà, il faut savoir qu'en PHP 7, avant ça, tu pouvais l'exploiter avec du phare, mais il y a un couac. Comment tu exploites du phare? Juste, tu dois avoir raison, ils disent bien dans la partie migration PHP 7.4 à 8.0.x, breaking changes, metadata, phare plus unserialized. Ouais. Il semble être que t'as raison, parce que du coup j'ai dit de la merde à des gens. Mais bon, en même temps, ça évolue tout le temps, hein, voilà. Oui, non mais en vrai, c'est des trucs, c'est très très spécifique. Moi, des fois, j'oublie des trucs comme ça aussi, c'est normal, attends, tu peux pas tout retenir, il y a tellement de tricks dans tous les sens, tu vois, que c'est impossible de tout retenir dans tous les cas. Trop. Et en tout cas, du heureusement coup, qu'ils je auraient disais... traduit le null byte truncate en PHP 8, hein, ça manquait. Ouais. Attends, ils ont réintroduit le Non. null byte? Non. Ah, ok. Pardon, j'étais en mode, attends, j'ai raté un truc et là... Ouais, non, c'est incroyable. Donc du coup, la question c'était, on a ça, on a phare, mais comment on fait pour l'exploiter sans le tricks des... et ben on chaîne le... Très du très coup, basique. Du coup, on peut se débrouiller pour faire en sorte de générer ta chaîne, avec ton trick de génération, générer une chaîne chiffrée, faire un phare serialized de data de quelque chose, et du coup, même sans parler des wrappers PHP. Genre là, avec un phare de base, sans utiliser le wrapper PHP, tu fais comment pour exploiter ça? Bah, si t'as des gadgets, tu te débrouilles pour... Là, tu parles pas de serialize via En phare. uploadant, je vois qu'il y a la réponse dans le chat, c'est ça, c'est en uploadant un fichier tout simplement en fait. Donc t'es quand même obligé d'avoir une primitive de file upload en fait, même en PHP 7, pour exploiter ton phare là-dessus. Et justement, je reviens sur la question, si avec ton script on génère
des bytes aléatoires en tant que ressource PHP, est-ce qu'il y a moyen de faire un phare de data de le stream que tu as généré qui soit un zip minimaliste qui crée un fichier avec de la metadata? Là, je fais des payloads ASCII, mais qu'est-ce qui t'empêche de continuer la table d'Oracle que tu as fait pour générer un flux? Bon, peut-être qu'au niveau du base Non, mais de toute façon, c'est base 64 des codes, donc. Il y a plein de filtres. Peut-être qu'il y a moyen Alors, de faire un truc qui. En fait, le seul endroit où tu pourrais appeler un filtre en plus, c'est dans ressources. Et ressources ne va pas supporter tous les types de wrappers non plus. Et surtout, tu pourras en avoir qu'un. Tu pourras pas faire un PHP dans un PHP avec un phare au milieu et un PHP filter. Tu penses pas faire phare de, et on met pas un fichier, on met un phare de filter de nanana de PHP temp? Non, ça Non fonctionne pas. En fait, tu vas avoir des paramètres qui sont très précis au niveau de tes conversions. Genre, typiquement avec convert, tu vas avoir tout ce qui est encode et décode. Avec convert, tu vas avoir deux arguments donc, qui sont d'où tu pars et où tu vas aller au niveau de l'encoding. Mais tu vas pas pouvoir passer à un autre flux sauf au niveau de ressources à la fin. Non, mais justement, le stream de filter serait le flux qu'on passe au phare, pas l'inverse. Tu génères ton contenu, qui serait de la donnée zippée, que tu passes au phare, qui quand c'est mais comment tu le passes au phare? Bah, de la même manière qu'on le passe à un file get content. Enfin, justement, oui, non, excuse-moi, c'est ma question, c'est est-ce que le phare peut prendre une ressource plutôt que juste un pass? C'était ça la question. Pas le phare. Le phare, c'est qu'un pass du coup. Donc c'est ça en fait le souci que tu vas avoir avec ça. Du coup voilà, donc en gros, pourquoi le trick qui suit est assez sympa, c'est que du coup t'as pas, même les deux tricks sont sympas pour cette raison-là. La grosse plus-value, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de file upload ou d'interaction directe avec le système. T'as juste besoin d'avoir cette primitive-là. Mais attends, mais du coup il y a quand même moyen de faire quelque chose. Même si on n'a pas de file upload, si on a que ce que t'as, vraiment si on se débrouille pour faire une requête qui va chercher un zip, et enfin, tu balances ton filter, qui va juste choper, par exemple, zip de .http, qui va aller choper ta requête donc sur ton serveur, qui va ramener le zip, tu mets un point d'exclamation Toto à la fin, qui va forcer à unzipper. Derrière, tu retriggers ton phare en pointant dans le proc-self fd et tu brute force. Et avec la race condition, le slow loris, le write qui va être trigger et le brute force des file descriptors, tu pourras retrigger le phare en demandant le contenu d'un des file descriptors qui est ton fichier temporairement extrait. Avec un file descriptor, je pense qu'il y a moyen que ça marche, mais en vrai, j'ai jamais essayé. Slow loris, je pense qu'il y a moyen. Mais je pense que du coup, si tu passes par un file descriptor, t'as pas besoin de passer par des filters, tu sais, juste tu vas pousser la donnée qui va bien. Mais justement, là la question c'est on n'a pas de file upload. On le fait via le même SH1 de photo en supposant qu'il accepte un wrapper zip ou phare ou rar ou tar ou ce que tu veux. Mais tar peut accepter d'une ressource HTTP et donc faire un arbitrary copy du serveur jusqu'à chez toi. Enfin, du serveur. Tar, tu dis je sais plus quel. En gros, pour les fils de compression, t'as le droit de faire ça. Deflate, inflate, ça va être du zlib. Ouais, hop, mais tu vas pouvoir faire du bzip 2 et c'est tout. Il y en a un que tu peux chaîner. Ne va pas être installé par défaut. Donc en gros, globalement, tu pourras faire que du zlib. Il y en a un que tu peux chaîner avec des ressources HTTP pour te débrouiller, pour aller choper un truc plus. Je t'avoue que j'ai pas creusé le sujet, mais ça de m'intéresse. Java marche très bien. Java, tu fais un jar de points HTTP machin. À la fin, tu mets un point d'exclamation. C'est incroyable pour tout ce qui est wrapper, c'est incroyable. PHP aussi. Ouais. On va dire à leur manière tous les deux. Mais ouais, du coup, tu pourras pas forcément faire les mêmes choses. T'es assez restreint quand même, mine de rien là-dessus. Mais le coup du phare sur le file descriptor, en vrai, ça ferait un bon chal de CTF. Retenez, si vous voulez faire des chats de CTF, ça peut être sympa. Et bref, du coup, je vais reprendre mon wagon. Alors, l'Oracle, le file read from error based Oracle. Comment ça marche? Alors, tout est parti du coup d'un challenge de CTF, on en reparlait, petite transition, qui a été créé par Ashkeaton du coup pour le Down Under CTF 2022 qui s'est déroulé en décembre l'année dernière. Et du coup, il a été très gentil, il nous a donné un Dockerfile qui comportait ça. Et un fichier où il y avait juste cette ligne. Enfin, le chal était noté comme insane et il était en mode débrouillez-vous. Et donc j'étais un peu en mode comment on fait, voilà. Moi j'ai regardé le challenge mais post ça avec la réponse du coup le solve qu'avait proposé Ashkeaton. Et donc typiquement on va pouvoir réappliquer d'autres logiques qu'on a déjà vues auparavant.
il y a pas mal de choses. Honnêtement, le tricks pour l'error base d'Oracle est bien plus complexe que pour la partie sur les filtered chain de base. Donc je vais essayer d'être très succinct là-dessus. C'est exactement la même idée. On va lire un fichier, mais là par contre, on va trouver un moyen de faire fuiter l'information, la validité du premier caractère du fichier. Ok ? Ça c'est le début. Et comment on va faire ça ? On va d'abord faire planter PHP. On va faire flamber PHP jusqu'à ce qu'on dépasse la limite qui est incombée à PHP, qui est par défaut de 128 MB. Comment on va faire ça ? On va encore une fois se baser sur nos filtres de conversion et sur des filtres qui vont être exponentiels, typiquement UCS 4, qui va permettre de multiplier par 4 la taille de la chaîne à chaque fois qu'on va l'appeler. Et typiquement sur la chaîne Start, là, les 128 MB, on les obtient en 13 à 14 conversions. Ok ? Donc là, en 14 filtres, on trigue une exception, PHP il va 500 en fait. Ok ? Maintenant, comment on fait pour exploiter ce comportement-là pour savoir quel était le contenu du premier caractère. Et alors là, tenez-vous bien, parce que c'est clairement pas trivial. Il y a d'autres filtres qui ne sont pas documentés sur PHP, qui ont été détaillés notamment dans un article qu'avait publié Charles Foll sur une désérialisation arbitraire sur le mode debug de Laravel, si je dis pas de bêtises. À confirmer. Symfony avec le fragment ? Non, c'était encore un autre, c'était sur une page de debug où il avait appelé un fichier de log pour trick justement de la désérialisation arbitraire. Enfin, un truc sympa. Et du coup, il parlait de ce filtre qui s'appelle deadchunk, et typiquement le filtre deadchunk va s'attendre à avoir une donnée sous forme, on va dire, qui est chunk transfer encoding, qui est basé là-dessus. Et ça se base de la manière suivante. D'abord, tu vas avoir la taille de la donnée que tu envoies en hexadécimal, puis tu vas avoir le contenu qui doit faire la taille que tu as définie avant, et après tu peux refaire un chunk avec, encore une fois, la taille que tu as définie. Donc maintenant, comment on utilise ça pour savoir quel était le premier caractère ? Eh bien regardez, c'est simple. Si j'applique le deadchunk, je sais pas si on voit toujours mon écran. Si, t'inquiète, ça bouge, c'est parce que je prépare des bêtises à montrer pour te répondre au truc de tout à l'heure. Ça marche. Et donc tu vois, typiquement si j'applique le filtre deadchunk sur une chaîne de caractères qui ne commence pas par 0 ou par un caractère hexadécimal, et ben ça va me renvoyer ma chaîne de caractères. Et en fait l'oracle est basé entièrement là-dessus. Derrière on va réappliquer des encodings pour changer la valeur du premier caractère, pour essayer de savoir quand c'était un A ou quand c'était un G ou etc. etc. Et en fait, typiquement, on va se baser sur des encodings qui sont très sympas, comme par exemple le XIBM 930. Donc ça, en fait, c'est une chaîne de caractères qui fait exactement comme de l'ASCII classique, sauf que là, vous voyez, tous les caractères minuscules, ils ont un offset de 1 en plus. Et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer X encoding pour essayer de savoir quel était le premier caractère, et on va jump de caractère en caractère jusqu'à ce que ça plante. En fait, on va essayer de faire sortir notre chaîne de caractères de ce contexte. Et du coup, de cette manière-là, on va pouvoir déterminer quel était le premier caractère. Je rentre pas plus dans les détails. Si vous voulez, j'ai fait une présentation qui est bien plus explicite de ce mécanisme-là au HackElu, du coup, cette année. Donc c'est en anglais, mais bon, voilà, ça devrait aller. Vous avez des exemples avec des schémas et plein de choses. Et typiquement, regardez, là j'ai le caractère qui commence par A, et donc là je sais que j'ai appliqué 5 conversions à IBM 930, et du coup au bout de 5 ça plante. Si ça commence par C, c'est au bout de 3 que ça plante, donc je sais que le caractère de début était C, et par contre je ne peux pas savoir si le caractère de début était A, B, C, D ou E, si c'est pas ces lettres-là. Mais ensuite, du coup, avec d'autres encodings, typiquement avec du ROT13 et ce genre de choses, j'arrive à avoir le même comportement avec l'ensemble de l'alphabet base 64. Et l'entièreté du tricks est basée là-dessus. Et bref, voilà, je me suis amusé, je vous ai expliqué un peu comment ça marchait avec plusieurs caractères, etc., etc. Donc gentiment voilà, bourrin. C'est ça, mais ça pour le coup c'est assez vénère. Et pareil, je détaille un petit peu plus ça typiquement avec les caractères de 0 à 9. Il y a des problèmes de padding avec le base 64 qui sont assez ignobles, etc., etc. Un plaisir.
Et voilà, je vous ai fait une petite table, donc typiquement, pour savoir quel était le premier caractère, etc. Je vous ai tout redétaillé là-dedans dans l'article, mais on va pas tout redétailler là-dedans, ça n'a pas forcément beaucoup de plus-value. Ouais, c'est Donc du maintenant, grind derrière. Je te repique la main un instant pour répondre à une question de Vas-y. chat et Bien sûr. un point qu'on creusait. Alors, petit changement d'écran. Je te repique ça et vous récupérez ça. Et on peut même hide le chat. Déjà, il y a eu dans le chat une personne qui disait oui, mais le phare, il faut que ce soit un pass absolu. Non, ceci est un pass relatif. Là, ça ne trouve pas le Non, phare fail to effectivement, ouais. OpenStream. On en crée un et fail to OpenStream internal corruption of phase. Donc, s'il va bien essayer de load et vraiment on a déjà tapé des relatives, just works. D'ailleurs, il dit qu'il trouve pas la directive qui va finir par faire le dégât. Donc, en fait, si, en relatif, ça marche. Et la deuxième petite mini démo, c'est la suivante. Si on prend, donc j'ai pris juste un truc au hasard dans PHP, un compress lib, et celui-là, si on lui redonne derrière du http : il le considère comme une ressource. Ouais. Là, ça works. Là, si je mets n'importe quoi, ça die. Et si on met pas compress zlib, ça die. Donc si on a une preuve qu'un wrapper de compression peut aller chercher quelque chose, c'est pas ce que j'utilise d'habitude, je prie un au pif, mais il y a moyen d'avoir un extrait le flux distant, sauf qu'il va choper le flux distant, le récupérer en mode autant de bytes qu'il peut, mais pas tout, parce qu'on va finir par envoyer les bytes un par un à la fin pour vraiment que ça ne termine pas la décompression et que ça ne supprime pas les fichiers temporaires. Et via le système des file descriptors, on peut vraiment avoir ça, faire charger un remote zip sur la machine qu'on attaque, le unzipper, bloquer la suppression des fichiers temporaires avec le slow upload, enfin le slow download du point de vue du serveur attaqué, et derrière retrigger un phare avec un pass relatif sur les files descriptors pour trigger le unserialize. It works. Voilà. Ok, Sur ce, sympa. je te rends l'écran, mais je voyais des choses qui m'embêtaient. Voilà. T'inquiète. Ok. Hop. Alors, bah du coup, je finis là-dessus très rapidement. Maintenant qu'on sait comment on peut liquer le premier caractère, c'est là où c'est un enfer. Là, typiquement, là, c'était la partie facile, hein, juste avant. Déjà, c'était un peu vénère, mais... Pour récupérer un caractère avec l'error base d'Oracle, on va devoir avoir une primitive pour swapper les caractères. Et typiquement, ça a marché de la manière suivante. Par défaut, vous allez avoir seulement 2 encodings qui vont vous être utiles et vous allez pouvoir récupérer globalement les 4 premiers caractères. Mais là, on va réutiliser du coup le tricks avec le base64 décode pour en fait générer de la donnée, de la junk data, la placer à un autre endroit après un filtre de conversion et l'enlever pour en fait réussir à repiocher des caractères qui sont plus loin au niveau du fichier, et de cette manière on va réussir à leak l'ensemble des caractères du fichier. On va parler un peu de l'impact et après je vous fais une petite démo. L'impact est très énervé pour cette primitive là. Typiquement, lorsque vous allez avoir n'importe quelle primitive pour lire de la donnée et un fichier en local, ça va être vulnérable. Lorsque vous allez avoir n'importe quelle primitive qui vous permet d'écrire de la donnée, d'append de la donnée ou d'en supprimer, ça va être également vulnérable. La primitive est beaucoup moins énervée qu'un phare qui lui typiquement va être également utilisable sur des fonctions de stats comme isFile ou ce genre de choses, ce qui va pas être le cas avec l'error base d'Oracle. Mais la liste des fonctions c'est pas exhaustif du tout. Voilà, c'est juste une petite démonstration de primitives qui vont être vulnérables à ça. Encore une fois, il faut entièrement contrôler le chemin d'accès complet, donc c'est-à-dire avec le wrapper compris. Mais honnêtement, là où je trouve le tricks très intéressant, c'est que typiquement, vous allez avoir des... Bon, déjà... Au niveau de ce qui va vous bloquer, vous allez avoir des tailles de payload qui sont monstrueuses très rapidement. Vous allez très vite taper plusieurs mégas de taille de payload. Mais si vous faites ça en post, à la limite, pourquoi pas, ça se passe bien. Mais en get, ça va très vite être un enfer. Vous allez pouvoir liquer à peu près 128 caractères d'un fichier en get, pour vous donner une idée. Mais là où je trouve le trick vraiment super intéressant, c'est que typiquement, vous voyez là le SHA-1 file, j'affiche même pas le contenu du fichier, à aucun moment il est juste lu par PHP, et j'arrive quand même à leak le fichier de cette manière-là. Donc voilà, là c'est des belles paroles, donc maintenant on va passer à la démo, pour vous montrer un peu comment ça marche. Quid du fopen qui a besoin d'un fgetS derrière pour trigger
C'est quand t'as un Ouais, FO point, il faut t'as quand même pas un de petit FO point. lecture, t'as pas de FTL, t'as pas d'avancée, t'es quand même niqué. C'est ça. Juste messieurs, je vous propose qu'on fasse proprement Roche pas à la fin, fais-le calmement. Peut-être la partie pop chain, on peut se dire qu'on la fera une autre fois si t'as envie. Parce que je pense que soit on va faire un truc de 5 heures et on sera éclaté après, soit Bushi doit devoir rush derrière et c'est dommage. Donc si ça vous va, on se dit qu'on se fait une deuxième partie plus tard. Toi tu as une partie, Bushi t'en fait une partie aussi et on... Très bien. Ouais, effectivement, désolé, j'ai bouffé tout le temps. Pas de soucis, en vrai, pas de tant que vous êtes soucis, ok pour t'inquiète. revenir à l'Oca, ça fait qu'on n'a pas besoin de Ouais, pas de rusher, problème. on prend vraiment le temps de parler des sujets. On n'a pas de la Je suis musique Lofi pour rien. C'est vrai. Calme. Effectivement. Ok, Vas-y. donc je finis juste là-dessus. Donc là, typiquement, vous voyez qu'on affiche à aucun moment le contenu du fichier. Juste, je vais avoir un petit serveur web qui contient ce bout de code-là. Et on va regarder un peu ensemble ce qui se passe lorsque je vais essayer de l'appeler. Hop. Tac, avec l'outil. Hop. PHP, Filter Chains, Oracle. Voilà. Donc, juste rapidement, l'outil marche de la manière suivante. Hop. Tac. Alors, je vais peut-être faire moins H pour montrer. Donc, typiquement, vous allez définir votre target. Ça va être l'URL qui est vulnérable, le paramètre que vous allez exploiter. Par défaut, ça va être du post, mais vous pouvez aussi le passer en mode get. Il y a pas mal de choses qui vont être faites. Et le pass du fichier que vous voulez liker. Donc là, typiquement, j'ai caché une information sur /test, sur ma démo. Et donc, je vais juste adapter un peu ça pour taper le bon port. Hop. Et on lance. Donc là, vous voyez, typiquement, j'ai mes petites requêtes. Ça se passe globalement bien. Mais si je vous montre derrière l'état du serveur, vous voyez que je suis en train de le tabasser et d'essayer de générer un maximum d'erreurs avec du coup des filter chain. Et donc en fait ça va générer un nombre de requêtes qui est assez important. Et typiquement pour liker un caractère, il peut y avoir jusqu'à 30, 40, 50 requêtes. Mais vous voyez que petit à petit, à force de bourriner le serveur, vous voyez que j'arrive à liker de l'information. Ça va prendre un certain temps, mais petit à petit en fait, ce qui va se passer c'est que je vais swapper les caractères qui vont être lus par mon tool et récupérer petit à petit le contenu de ma chaîne. Donc là, vous voyez que ça prend un certain temps, mine de rien. Il y aurait moyen de rajouter plus de ressources pour améliorer un peu le script qui est présenté là, le filter chain Oracle Exploit. Et donc vous voyez, on va laisser tranquillement le fichier finir de leaker, on reviendra dessus juste après. Je vous présente juste le petit GitHub qui va bien. Tac. Donc j'ai publié un outil qui vous permet d'exploiter ce type de faille, qui est donc présent sur notre dépôt GitHub, donc sur le dépôt de Synective. Et juste vous avez la petite command line là que je vous ai présentée, vous la lancez sur un élément qui est vulnérable à ce type de faille là. Et vous voyez que petit à petit du coup j'ai réussi à leaker le contenu du coup du fichier. Ça, on pourrait se dire comme ça que dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Mais ce type de primitive-là, bah en fait, c'est Ça tellement... arrive souvent. Non, ça arrive souvent. Le truc que t'arrives pas à transformer en autre chose, il y en a quelques-uns. Ouais, mais dans le sens où tu vas pas forcément contrôler toute la chaîne. Mais ça arrive beaucoup plus souvent, en tout cas, que sur le tricks que je vous ai présenté précédemment. Là. Et typiquement, une chose qu'il faut garder en tête, c'est que cette faille-là, si elle était sortie telle qu'elle aujourd'hui, ça serait extrêmement énervé. Parce que, typiquement, il y aurait ce genre de primitif partout. Mais il y a une chose qui fait que la faille est beaucoup moins impactante aujourd'hui, c'est que il y a eu les wrappers avant, même s'ils sont patchés maintenant. Et que du coup, il y a énormément de projets en fait qui sont protégés contre des wrappers phares, typiquement des générateurs de PDF, ce genre de choses, qui en fait seraient vulnérables à ma payload, qui ne le sont pas aujourd'hui. Justement parce que la sécurité a été un peu améliorée d'un point de vue protection contre des attaques par wrapper. Voilà. Autre petite question, on a quoi en termes de débit? Parce que là, j'ai regardé, moi, MLocate DB, il fait quand même 270 mégas. Ouais. Écoute, ça jamais. Faut te lever du bon pied. Hein. Typiquement, ça va servir si tu veux leak des fichiers de configuration dans lesquels tu vas avoir des secrets ou ce genre de choses. Essayer de pas cibler des fichiers trop gros. Il y a une chose là, que clairement, j'ai 210 creusé. mégas, c'est mort, hein, vu qu'on sort quelques bytes. C'est mort.
Ouais, c'est ultra mort. En fait, c'est pas que tu les sors, c'est que tu vas les déduire avec un oracle. Donc c'est encore pire que si tu les sortais. Ah ouais, Et complètement. surtout, le payload il va être beaucoup trop long. Tu disais que tu pouvais leak que 700 bytes, un truc comme ça. Alors, en paramètre get, ouais. En paramètre post, tu vas pouvoir leak énormément plus d'informations. Mhm. Ouais, qu'il n'y a pas moyen Ok. de faire un espèce de shift avec les filtres pour se débrouiller pour juste avoir un int que t'encodes et shifter tout ton truc à guesser de l'oracle d'un côté. Non, en t'as vrai, pas de... ce hot take, je suis sûr qu'en creusant, il y a moyen de faire sauter la limitation de size, lui. Ah, je En suis pas vrai. persuadé. Ah ouais? Je suis pas persuadé. Non, vraiment, pour le coup, c'est un gros sujet que j'ai creusé et que je suis en train de creuser. Ok. C'est essayer de leaker la fin du fichier plutôt que le début. Pour diminuer le nombre de requêtes. Et en général, quand tu vas rajouter de la donnée à un fichier, ça va être à la fin, en général. Typiquement pour les fichiers de configuration. Très souvent, tu vas modifier la fin plutôt que le début. Et je me suis dit, peut-être en utilisant des encodings type arabe ou japonais ou etc. Passer me à dire que RTLO et... ouais, me dire que ça commencerait par lire la fin. Bah, dans les faits, spoiler, ça marche pas comme ça. Si un fichier est écrit en arabe et lu en arabe, bah en fait ça va être stocké dans le même sens. Enfin, ça va être lu du début à la fin quand même. C'est juste que ça va être une facilité pour l'utilisateur de. Oui, c'est de juste lecture, l'affichage. mais C'est juste Ouais. le mode d'affichage, c'est pas du tout le mode de stockage de la donnée. c'est ça. Donc, bah, spoiler. RTLO, output. Spoiler, du coup, bah, malheureusement, il n'y a pas moyen de passer par la fin du fichier. Enfin, en l'état actuel des choses. Peut-être qu'il y aura des tricks encore avec, j'en sais rien, de l'encoding base 64 ou ce genre de choses, mais dans les faits, là, c'est pas du tout le cas. Et de la compression, hein, tant qu'à faire. Et de la compression, clairement, c'est un point que je voulais creuser. Mais j'ai pas pris le temps, pas eu le temps. Après, la compression ferait gagner un petit peu de marge, mais ce serait pas un système d'index game changer qui fait qu'on pourrait de toute façon faire sauter la limite une fois pour toutes et plus jamais en parler, quoi. Clairement, c'est Mhm. ça. Donc voilà là-dessus. Et juste, je vous donne un mode qui n'est pas connu sur le tool parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Là, tout ça, ça se base en fait sur des erreurs 500 que va renvoyer le serveur. Hop là, je remonte ça. Hop. Tout ça, vous voyez, c'est des erreurs 500. Donc typiquement, lorsque le serveur plante, quoi. Mais j'ai fait un mode. Des fois, que c'est bien configuré, ça va pas forcément renvoyer des 500 pour ça. Il y a un mode qui est basé sur du time-based. Hop là, sur le temps de réponse. Et donc typiquement, là, vous pouvez faire un time-based attack. Je sais plus comment j'ai défini. Mais comme il n'y a ça, pas moyen de se débrouiller à toujours faire allouer une mémoire trop grosse et du coup transformer le time-based en error-based? Non, parce que sinon tu te bases en fait sur la réponse du serveur et le serveur va pas forcément te renvoyer une erreur 500. J'ai eu le cas plein de fois où il répond juste des 200 même quand il plante avec ce type d'erreur là. L'erreur en fait c'est le load memory size exhaustion là. Je pense qu'on va le voir dans les logs. Des fois il y a un fail-safe qui te Ouais, met tu mal vois, quand même. load memory size of un byte et tu fais planter le serveur. Et ben typiquement ça peut être catché et te renvoyer des 200. Et si c'est le cas, tu pourras le leak que avec le time-based. Donc ça a une plus-value sur le tool. En gros, il va se baser sur les délais de réponse du serveur. C'est une plus-value sur le tool, mais je vais me faire l'avocat du diable. Si Ouais. t'as pas ce genre d'option, si t'as pas le time-based implémenté dans ton tool, est-ce que tu connais la strat pour vraiment, sans connaître le code du tool, arriver à implémenter un comportement similaire qui va te mettre bien et... Non, il y en Non. a pas en fait. Si. Il y en a pas parce que Si. c'est Ah, quoi alors? Tu sais faire du Python, tu sais faire du Flask ou du Fast API comme ça en claquant des doigts. Ouais, enfin ça va quoi. Tu Juste fais un comme ça, petit proxy. peu. Tu fais un proxy, tu fais un truc Ouais, où toi mais- tu tapes. Non mais ça prend 2 lignes, tu fais un Ouais. truc où tu tapes Oui, en oui. Flask, il va juste prendre le paramètre post, le rebalancer en post derrière, et ensuite il revient et toi tu dis juste si t'as attendu plus de 2 secondes, renvoie une 500, sinon renvoie une 200. Mais c'est T'as- la t'as même dû- chose. C'est juste que Bah, non c'est mais pas c'est le la tool même qui le fait. chose, sauf que oui, sauf que là tu vois t'as implémenté un time-based, mais t'as pas implémenté, enfin t'as implémenté l'option time-based qui prend du code, qui prend la maintenance, mais t'as pas forcément implémenté l'option qui fait en fonction de la taille de réponse, parce que tu peux avoir les codes identiques, des temps identiques, mais juste à la taille qui change. Tu peux avoir un header en plus ou en moins, et en fait si t'as pas soit tu implémentes tout et tu maintiens un truc et t'as envie de te tirer une balle en tant que open source maintainer, soit tu dis juste j'ai fait comme ça, si vous avez ce use case, tweakez un peu, bisous. Ok. Et pour le coup, ça, quand t'as des trucs, tu sais, t'as des SQL maps avec des tempers de l'enfer, ou il y a une idée que je voulais faire là, justement avec ton file read blind, Ouais. Oracle,
c'était... J'avais dans un cas où je pouvais trigger un wrapper, mais chaque trick du wrapper nécessitait un file upload, un file move, un file rename, et ensuite autre chose. Étapes. Ça, Il y a c'est ignoble. 4 étapes. C'était ignoble, Ouais. et du coup, soit tu t'appelles Agari et tu fais un super macro burp et ça se passe bien, soit tu t'appelles Lalu ou autrement et tu fais juste un flask où tu envoies, donc l'oracle envoie la requête au flask, le flask fait création de compte, création de fichier, ajout de photo de profil, suppression de photo de profil, trigger, et renvoie 200 ou 500 à ton tool. Et tu peux avoir des trucs avec des interactions de fou malade, bah derrière ton tool il aura quand même que le front qui dit 200 ou 500. Putain, incroyable. Ok. Ce trick c'est incroyable en CTF quand t'as du SQL. Tu auras moyen d'en rediscuter de ça, en vrai ça m'intéresse de ouf. Anytime. Ok. Eh ben écoute, chaud. Chaud. On pourra faire un peu au prochain stream. Hein, si vous êtes là. Bah en vrai, c'est stylé de ouf. Hein. Ça Yes. m'intéresse. Eh ben, Même écoute, quand t'as pas envie. Ouais. Ouais, même quand t'as pas envie d'être un SQL gourou, un SQL map gourou, que t'as la flemme de connaître toutes les options ou tous les tempers, parce que SQL map fait plein de trucs en vrai, mais quand t'as un peu la flemme, ou quand tu trouves pas une SQLi mais que tu la bricoles à la main et que tu vois qu'elle est, enfin, à la main tu la vois obvious et SQL map il te la sort pas, ou alors il te sort une blind time based, je sais pas quoi, alors qu'elle est, Ouais, t'as l'output qui sort quoi. Tu peux lui faire une page très simple qui juste prend un paramètre get et ressort uniquement la partie où il y a l'injection. C'est assez pratique quoi. J'ai piné le message, prochaine fois où on est tous les trois, on se fait, je rajoute une démo de proxy pour faire soit du SQL map, soit du file, du blind file read via Oracle. Chaud de ouf. Vas-y, ça part. Voilà. Eh ben globalement, c'est à peu près tout ce que je voulais raconter. Après il y aura toute la partie PopChain, mais honnêtement, là, il y en a pour trop longtemps. Je peux juste peut-être montrer un dernier petit truc rigolo au niveau des wrappers. 13-3 minutes. Fonce. Ok, impeccable. Non, donc du coup, c'est juste qu'il faut savoir que sur PHP, les wrappers ne sont pas sensibles à la casse. Voilà. Donc c'est une petite advisory que j'avais publiée il y a pas longtemps. Et typiquement, on avait un strpose qui regardait si la chaîne contenait phare mais en minuscule. Et du coup, bah, si tu rejoues exactement la même vulnérabilité mais phare en majuscule, et j'aurais pu écrire phare avec lowercase uppercase après, bah ça bypass. Voilà. Si ça passe pas, envoie ta payload en criant très fort. Ouais, c'est ça, exactement. TLDR. Et voilà. C'est tout pour moi. Le sujet, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là parce que faut laisser un peu de place. T'inquiète, tu auras la deuxième heure d'ici quelques semaines. Ok. Tu auras l'occasion. Bon allez, voilà, c'est tout pour moi. Nice.